Bonjour à tous et nous sommes en direct de l'hôpital Necker de l'espace Plein Ciel comme presque toutes les semaines. En ce moment c'est l'été donc on se voit un petit peu moins mais bref on est toujours là quand même au rendez-vous et j'ai le plaisir de recevoir Flora Santi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, Merci beaucoup de te joindre à nous. C'est un plaisir. Eh ben, c'est un plaisir pour moi aussi. Flora Santi, si vous ne la connaissez pas, est violoniste et altiste, si j'ai bien compris. Très bien compris, oui. Voilà. Alors, altiste un peu plus récemment, c'est ça? Oui, je viens de passer de l'autre côté, on va dire. De l'autre côté de quoi? Non, je viens de terminer un master de violon et j'entame un second master d'alto. D'accord. On va avoir le plaisir et puis l'occasion aussi de parler un peu non seulement du violon, de musique, mais aussi peut-être de la différence entre le violon et l'alto. C'est peut-être pas une évidence pour un certain nombre d'entre vous. Et puis parler aussi de tes projets et de ce que tu as accompli jusque-là. Alors, au début de l'émission, je fais souvent un petit jeu avec mon invité, qui est le jeu de la minute pour parler de soi. Mm-hmm. Et donc, la règle est la suivante. Tu as 1 minute montre en main pour nous dire ce que tu veux sur toi. Très bien. Tu as carte blanche, tu peux faire preuve de fantaisie ou pas, c'est vraiment toi qui choisis. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Par contre, j'ai une très mauvaise gestion du temps, donc je ne te laisse pas, gérer la minute. C'est moi qui vais... voilà, c'est chronométré. Hein. C'est chronométré, ah, oui. Waouh. Alors attention, c'est parti. Alors, ce que je pourrais dire sur moi, c'est que je suis quelqu'un de passionné par beaucoup de choses, dont l'aventure. On peut dire que la musique, c'est une sorte d'aventure, donc ça me passionne. Et puis je suis aussi passionnée par les voyages, les sensations fortes. Donc j'ai pas mal voyagé un peu partout dans le monde. Si je peux parler de choses qui m'ont marqué, c'est un voyage au Canada où je me suis surpassée, où j'ai fait j'ai voyagé en stop pendant tout mon voyage, en dormant chez l'habitant et tout ça. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis un voyage en Indonésie aussi, où j'ai fait de la plongée. Donc un univers quand même très différent de l'univers terrestre. Et puis en sensation forte aussi, je fais de la chute libre. Donc je saute de 4000 mètres d'altitude. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui m'animent. Oh, et voilà, tu vois là, 1 minute, ça passe très très vite. C'est vrai que ça passe vite. D'accord. Sensation forte. Alors j'imagine que tu as dû regarder cet homme, alors j'ai oublié son nom, mais qui s'est élancé de... Sans parachute. Non, qui s'est élancé de la stratosphère ou je sais pas où, quasiment de l'espace. Oui, ça me dit vraiment quelque chose. J'ai pas étudié trop la question, mais sans parachute, non? C'est pas ça? Si, il avait un parachute, mais moi je sais que ça m'avait impressionné, cette lancée en chute libre quasiment depuis l'espace, quoi. Ouais. Oui, ça me dit quelque chose, ouais. Il avait tout de l'oxygène et tout ça, à partir de 8000 mètres, je crois, si je dis pas de bêtises, même peut-être avant. Il était 6000 mètres, il faut se mettre de l'oxygène, parce qu'après, c'est plus possible. Ah, tu respires plus. Ouais. Il avait sauté d'une espèce de capsule. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça m'avait vraiment impressionné. Est-ce que tu considères le violon comme une sensation forte ou... Différente. Parfois, elle peut être très très forte. Quand il y a des concours, par exemple, c'est un autre style de sensation forte, mais c'est fort aussi. Et puis, émotionnellement, ça peut être aussi une sensation très forte. Ça se rejoint un petit peu tout ça, parce que c'est une question d'émotion, de sensation et... Oui, mais recherche un peu de l'extrême, parce que c'est pas commun de rechercher... le but, c'est pour moi en tout cas, c'est de me dépasser, c'est d'avoir l'impression que quelque chose n'est pas possible, enfin que c'est inaccessible, et de me donner les moyens pour rendre accessible. Parce qu'après, il y a une certaine fierté, puis un certain soulagement qui est vraiment hyper plaisant. Puis la sensation forte sur le moment elle-même est aussi assez incroyable, ça retourne un peu tout à l'intérieur. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais du saut en parachute? Alors, j'ai commencé lors de ce voyage au Canada en stop en 2016. Donc voilà, bon, là j'ai fait une petite pause ces 2 dernières années parce que c'était un peu compliqué. Mais
Mais voilà, je compte reprendre rapidement. D'accord. Alors revenons un peu à la musique, parce Ouais. que même si moi je suis très très intéressé par cette passion pour la chute libre et pour les sensations fortes, mais comment tu es entré dans la musique? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'ai commencé en fait l'éveil musical quand j'avais 2 ans et demi. Donc, c'est mes parents qui voulaient me donner cette opportunité-là en me disant que ça me servirait sûrement un jour dans ma vie. Ils s'imaginaient pas. Donc, j'ai 2 parents pas du tout musiciens, et même anti-musiciens, faut pas trop les entendre chanter. C'est difficile. J'espère qu'ils n'écoutent pas l'émission. Ils le savent. D'accord. Mais mon arrière-grand-mère était pianiste dans les cinémas muets. Et donc on a eu enfin, la musique était présente, on va dire, dans la famille, mais plutôt dans la pensée et pas dans la pratique. Parce que mes grands-parents et mes parents ne faisaient pas de musique. Et donc ils m'ont mis dans un cours d'éveil musical. Et puis ensuite il y avait des cours de violon. Donc j'ai commencé le violon à 3 ans. À 2 ans et demi, j'ai commencé le violon avec un violon en carton et une baguette chinoise. Voilà. Donc je l'ai encore à la maison, tout petit violon comme ça en carton. Il est un peu abîmé maintenant, mais il est toujours là. Avec des cordes quand même ou... Non, un carton, juste pour la position. D'accord. Avec des cordes dessinées D'accord. et une baguette chinoise en guise d'archer. Et puis après, à 3 ans, j'ai commencé avec le violon, un vrai violon, quoi, tout petit violon. Est-ce que tu as des souvenirs de... Donc ta grand-mère, si j'ai bien compris, Mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère, Ouais. donc tu l'as jamais... Je l'ai connue 4 ans, mais D'accord. Et mon arrière-grand-père, son mari, était violoniste. Donc ça a vraiment sauté 2 générations, en fait. Ouais. Mes grands-parents et mes parents qui sont pas du tout musiciens. Ça c'est passionnant, je trouve, le métier, ce métier qui s'est perdu en fait, Ouais. de pianiste de cinéma ou de musicien de cinéma. Bah, Enfin, je fais ça justement aussi. J'ai un projet là de ciné-concert pour un film muet. C'est la première fois que je fais ça, c'est dans quelques mois, en septembre, je crois. au violon ou à l'alto? Je sais pas encore. Et tu seras seul? Non, on est 4. D'accord. On fait un ciné-concert d'1h30 à Reims. Et du coup, je suis très contente parce que j'ai pas beaucoup d'expérience dans l'improvisation et dans les ciné-concerts encore moins. Mais c'est une super expérience qui a été vécue dans ma famille, on va dire, donc je suis contente de... Ce sera complètement improvisé ou c'est préparé un peu quand même? C'est un peu préparé, on travaille un peu dessus, mais il y aura, enfin, c'est 1h30 de film, donc on travaille sur quelques effets, sur les moments clés du film, mais ça sera en grande partie de l'improvisation. C'est quel film? Un truc... Tu te souviens plus? C'est un nom, c'est un truc des pays du Nord, c'est suédois, je crois. D'accord. C'est pas un blockbuster quoi? Non. D'accord. Ouais, non, c'est assez passionnant, et surtout le temps où c'était vraiment improvisé, complètement improvisé. Ouais. Et puis, bon, ça se fait encore un petit peu. Je sais que de temps en temps, je vois passer des affiches ou des annonces de concerts où un pianiste, le plus souvent, fait ça. Mais je trouve que ça devrait être un peu plus développé, parce que c'est une expérience pas commune quand même de jouer et un peu improviser en même temps qu'un film. C'est hyper difficile. Enfin, c'est vraiment, faut tout anticiper. Il faut connaître les moments. Enfin, il faut avoir une réactivité. Faut pas dormir, quoi. J'avais assisté il y a quelques années à un film de Buster Keaton. Je sais plus lequel c'était. Et puis c'était un organiste qui accompagnait ce film, et ça change complètement le film en fait, et on se rend compte de l'importance de la bande son et de la musique, notamment dans un film. Et une même scène peut être totalement vécue différemment par le spectateur selon la musique qui l'accompagne. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc 2 ans, 3 ans, donc c'est déjà très tôt pour commencer la musique. Et donc c'est à 3 ans que tu as commencé à jouer sur un vrai violon. Voilà, tout petit, c'était un 32e, le plus petit qui existe. J'en ai racheté un quelques années après pour me faire plaisir, mais c'est vraiment, du coup j'en ai un à la maison qui c'est tout petit. D'accord. Et directement, enfin c'était avec un professeur particulier, j'imagine, ou... Tout début, c'était des cours de groupe. C'est ce qu'on m'a raconté parce que je me rappelle pas du tout. C'était des cours de groupe au tout début, et puis après j'ai continué vers, je pense, 4-5 ans avec des cours... c'était dans une école, mais des cours particuliers. D'accord. Tu te souviens un peu du professeur que tu avais J'ai très peu de souvenirs à cette époque. Non, vraiment, je me rappelle parce qu'on m'en a raconté, parce que je me rappelle de son prénom, mais j'ai assez peu de souvenirs de cette époque. Le premier souvenir, il remonte tard, je n'ai pas une très bonne mémoire, vers le conservatoire, quoi, vers 7-8 ans.
C'est Avant, fou. j'ai peu de... Ouais, c'est fou de commencer tellement tôt un instrument qu'on se souvient même pas de son premier professeur. Bah, je m'en souviens de noms, Ouais. de sensations, on va dire, mais pas... Je serais incapable de la décrire. Alors, est-ce que tu te souviens justement des premières sensations que, que tu as ressenties au violon? Tout début, je suis pas sûre que j'aimais trop ça. J'ai assez peu de souvenirs, comme je te l'ai dit, mais au début, je crois pas que j'étais hyper fan. Je crois que je comprenais pas trop ce que c'était. Mais comme ça marchait assez bien, je pense que j'ai assez vite accroché quand même parce que ça marchait bien, mais j'ai assez peu de souvenirs du tout début, là, pour être honnête. Et les premiers souvenirs, alors ça date Les premiers souvenirs, ça date avant l'entrée au conservatoire. Je vais avoir plutôt 6-7 ans. Et c'était... c'est bien plus tard. Ouais, bien plus tard. Ah oui. Vraiment... Non, ouais, je me rappelle pas des premiers... Je me rappelle pas de plus tôt, en tout cas. Que 6-7 ans. Alors que tu avais déjà 3-4 ans de violon Ouais. à ce moment-là. Peut-être que j'ai des problèmes d'amnésie, je vais réfléchir. Est-ce que tu joues vraiment du violon? Parce que je commence... Qui êtes-vous? Non, mais premier souvenir, ouais, c'est avant l'entrée au conservatoire, quand je préparais cette entrée avec un professeur qui venait à domicile. Le conservatoire du coup d'Aix-en-Provence, parce que j'ai grandi à Aix-en-Provence. Et je me rappelle que j'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup travailler sur la justesse, sur le son. Enfin, j'avais une sensibilité là-dessus assez importante. Et voilà, j'ai pas tant de souvenirs. Qu'est-ce qui te plaisait dans la recherche du son et de la justesse? Bah, je pense la beauté et puis le fait de jouer sur un instrument, ce que j'entendais dans ma tête. Le fait de pouvoir transcrire ce que j'entendais. Alors c'était un morceau que j'écoutais sur un CD où j'écoutais beaucoup de musique. Donc c'était le fait de pouvoir transcrire ou alors ce que mon professeur jouait. De pouvoir vraiment recopier ce que j'entendais sur l'instrument et pour que ça colle au plus juste à ce que mon oreille écoutait. Et tu écoutais quoi à cette époque-là? Alors j'avais un disque préféré, alors je l'appelle le disque bleu. Je sais qu'il y avait, je sais plus exactement ce qu'il était. Enfin, il y avait le concerto de Mozart pour clarinette dessus. Il y avait Peer Gynt. Il y avait différentes pièces en fait classiques qui ont vraiment, enfin qu'on écoutait. J'écoutais ça tout le temps dans mon salon. Je dansais dessus. Peer Gynt, pour ceux qui connaissent pas, c'est une pièce d'Edouard Grieg, ouais. Pour orchestre. Donc c'était une espèce de florilège de voilà, les tubes du classique, quoi. Ouais, et ça m'a beaucoup bercé et ce qui m'a vraiment fait accrocher avec la musique classique, je pense, parce que je trouvais une sérénité dans ces pièces. C'était un peu des pièces toutes calmes et tout ça, et je trouvais une sorte de sérénité et Tu dansais sur cette musique? Ouais, on peut danser sereinement. Ouais, bien sûr. non, parce que c'est pour toi la musique, c'était pas seulement du coup le violon, ça dépassait vraiment une émotion interne, quelque chose d'intérieur qui faisait vibrer l'intérieur en fait et qui se transmettait soit par le chant, qui s'extériorisait soit par le chant, soit par la danse, soit par justement la pratique instrumentale. D'accord. Quelle qu'elle soit, puisque C'est intéressant parce que parfois les musiciens ont d'abord une espèce de coup de foudre pour un instrument, et donc la musique c'est l'instrument en fait. Et dans ton cas, c'est plutôt d'abord une attirance, en tout cas pour une sensibilité pour tout ce qui est musical. Ouais. Et finalement, tu t'es, j'imagine, dirigé vers le violon. Enfin, tu as pris ce chemin-là d'abord. J'ai un peu été dirigée parce qu'on m'a mis au violon quand j'étais très jeune, mais je me suis toujours considérée comme une musicienne plus qu'une instrumentiste. Ça, c'est très différent. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'instruments quand j'étais plus jeune. En fait, je voulais pas vraiment devenir violoniste, je voulais être musicienne. Après, la vie a fait que j'ai dû quand même me spécialiser dans un instrument pour pouvoir... on peut pas tout faire parfaitement, bien. Mais... Tu faisais quels autres instruments? Alors, j'ai fait 8 ans de violoncelle au conservatoire. J'ai fait du violon. J'ai fait aussi de la clarinette. C'était pas une franche réussite, il faut l'avouer. Mais j'ai fait 2 ans de clarinette, mais bon, c'était vraiment pas... Ouais. Et puis, je faisais de la flûte traversière dans une harmonie. 1 an. Vraiment, c'était pour savoir un peu manipuler les instruments et tout ça. C'était pas une recherche de la perfection avec chaque instrument, bien évidemment. J'ai fait un petit peu de chant aussi. J'ai fait 6 mois de chant. Puis après, j'ai touché à plein d'instruments. J'ai fait 2-3 mois de basson. J'ai fait du piano. J'ai fait 10 ans de piano. T'as jamais pensé
te diriger vers la direction d'orchestre? Pas du tout. Je me sens absolument pas capable d'affronter tout un orchestre de musiciens. Moi, Ou alors composer pour orchestre, puisque tu as une connaissance concrète de beaucoup c'est d'instruments. pas ce qui m'intéresse. Enfin, je me sens pas du tout les épaules ni pour diriger un orchestre, ni pour composer. J'ai pas du tout assez d'imagination. Je suis pas du tout assez inventif pour ça. Et je pense que j'ai pas assez de culture musicale aussi, parce que pour composer, il faut vraiment... Enfin, c'est un métier, quoi. Non, j'aime vraiment transmettre mes émotions par la musique, quelle qu'elle soit, en fait. Quelle qu'elle soit. Justement, chaque instrument a son timbre. Et je trouve que chaque émotion pourrait avoir son instrument associé. Enfin, chaque timbre, pour moi, me fait penser à une telle ou telle émotion. Et je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... C'est très clair. Tu as commencé récemment l'alto. Alors, l'alto, effectivement, j'en ai un petit peu fait quand j'étais en Suisse pour faire ma licence. On avait 1 an d'alto obligatoire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, bref. Et du coup, j'ai fait 1 an d'alto à ce moment-là, mais ça m'a pas particulièrement... Enfin, cette année d'alto m'a pas vraiment confortée dans le fait que je devais être altiste. J'avais aussi un prof qui me disait qu'avec ma taille, parce que je suis assise, ça se voit pas, mais je suis minuscule, je fais 1m50. Donc il me disait qu'avec ma taille, ça risquait de m'arracher le bras, que c'était lourd comme instrument. Enfin, les rares fois où j'ai émis le souhait de faire de l'alto auprès de mes professeurs, que ce soit de violon ou alors ce professeur d'alto que j'avais en licence, on m'a toujours dit que c'était pas forcément une bonne idée pour moi, que déjà le violon c'était grand et qu'il faudrait peut-être que je me fasse un violon sur mesure plus petit. Ouais, vraiment ma taille a été un peu un problème. Donc je me suis toujours dit que c'était très joli, mais... Parce que c'est finalement un mix entre le violoncelle et le violon. Comme j'ai fait du violoncelle et que je faisais du violon, c'est un peu le combo parfait. Et puis finalement, là j'étudie à Genève, et puis en faisant de la musique de chambre à Genève, j'ai travaillé avec un prof d'alto qui m'a dit, donc je lui ai aussi émis l'idée, ça ressortait comme ça de temps en temps, que l'alto c'était beau quand même, mais que bon, j'étais quand même pas très grande. Puis il m'a regardé avec des yeux... Qui t'a raconté une chose pareille? Il m'a dit, mais c'est pas vrai, si tu veux faire de l'alto, fais-en, c'est magnifique comme instrument et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Donc du coup j'ai pas mal travaillé entre décembre et mars pour passer le concours. Et puis voilà. Et du coup... C'est compliqué de passer du violon à l'alto? Déjà un problème de peut-être comme les cordes sont pas accordées de la même façon, peut-être. Oui et non. Alors moi j'avoue que j'ai pour l'instant tout fait à l'oreille. J'ai pas du tout encore vraiment une bonne notion de la clé d'ut, parce que du coup c'est pas la même clé. Donc c'est un peu comme une autre langue sur la partition. Pour l'instant en tout cas je vois une note, je sais absolument pas ni comment elle s'appelle ni où elle se trouve. Donc j'ai beaucoup fait à l'oreille. Et après c'est un peu différent. Il faut reprendre un peu des bases de son, surtout la main droite qui est très différente pour moi en tout cas. C'est pas le même poids, c'est pas la même approche sur la corde, mais ça a quand même beaucoup de similitudes. Enfin, je veux dire, quand on est violoniste, on passe quand même assez facilement à l'alto, c'est quand même assez naturel. Mais il y a quand même des différences, même sur l'écartement des doigts de la main gauche, sur la position, sur la position du dos aussi du corps, c'est quand même beaucoup plus lourd, donc... Ouais. C'est quand même un autre instrument, mais il y a quand même de grandes similitudes avec le violon, bien sûr. Une espèce de cousin... Cousin germain, cousin... Ouais. Mais alors le répertoire est aussi assez différent, j'imagine? Alors le répertoire, oui et non, parce que toutes les sonates et partitas de Bach, par exemple, se jouent à l'alto. Ah oui. Donc ça, en fait, pour un violoniste, c'est super facile, parce que c'est pareil, quoi. Enfin, ça sonne une quinte en dessous, mais... Et les suites pour violoncelle aussi ça j'ai de la chance parce que je les avais jouées au violoncelle. Donc du coup ça c'est assez différent. Là effectivement il faut... c'est quand même autre chose. Et puis après oui, le répertoire, les concertos et tout ça sont très différents. Il y a beaucoup moins de répertoire qu'en violon. Donc on a peut-être plus vite fait le tour, mais bon, je te confirmerai ça quand je repasserai une prochaine fois, puisque pour l'instant j'ai pas encore trop fait le tour de la question. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière sur un petit peu la suite de ton parcours? On était resté un peu sur peut-être l'entrée au conservatoire, le premier conservatoire que tu as fréquenté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite du parcours? Oui. Alors j'ai passé mon prix au conservatoire. Après je suis venue à Paris pendant 5 ans
pour étudier. En vérité, c'était vraiment pour étudier avec un prof particulier que j'avais rencontré dans le sud de la France, qui habitait Paris. Donc avec lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. En parallèle, j'ai été dans les conservatoires. J'ai fait comment ça s'appelle, le cycle spécialisé, c'est ça? Oui. Dans les conservatoires à Paris, au conservatoire régional. Et puis ensuite, je suis rentrée donc, en licence à Sion. Donc c'est une toute petite ville perdue dans le canton du Valais, en Suisse. Donc j'ai fait 3 ans là-bas. Et puis ensuite, je suis rentrée à Genève pour un master de violon que je viens de terminer. Donc un master avec une spécialisation pédagogie. Donc voilà, j'ai aussi été beaucoup attirée par l'enseignement depuis longtemps. Mhm. Donc aujourd'hui, j'enseigne à Genève. Enfin, je vais commencer à enseigner en septembre dans une école de musique. Et puis, je commence donc un 2e master d'alto. Qu'est-ce qui t'attire dans l'enseignement? Disons que c'est le contact humain. Je trouve qu'en tant que musicien, et seulement musicien, on est très seul quand même. On travaille beaucoup tout seul dans sa chambre, puis ensuite on va jouer. En orchestre, on est avec d'autres personnes, mais il n'y a pas vraiment de contact musical. Enfin, je veux dire, ça manque pour moi de rencontres, d'humanité, enfin de lien social. Donc dans l'enseignement, j'aime beaucoup. Les enfants sont incroyables aussi. Je trouve que souvent ils nous épatent beaucoup. Donc le lien avec les enfants, je trouve ça assez hyper intéressant. Puis la transmission, le fait de toujours devoir se renouveler pour expliquer de manière plus ludique possible la musique, puis pour la faire devenir un plaisir et si possible une passion chez l'enfant. C'est tout un défi en fait que je trouve vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu trouves un lien entre ton travail à toi, avec le violon, ton travail d'interprète, et ton travail pédagogique? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, dans la pédagogie, tout doit être expliqué. Donc parfois, le fait d'expliquer quelque chose de musical ou quelque chose de technique, ça m'y fait repenser par rapport à moi-même, et puis je le retravaille. Ça remet tout le temps en fait en question ma pratique et pédagogique et musicale. Enfin, les deux se complètent beaucoup en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du mal à transmettre quelque chose à un élève parce que tu t'es jamais posé la question et que c'était une chose que tu faisais peut-être d'instinct et que ça remet ça aussi en question? Alors j'ai cette chance que pas tellement, parce que quand je suis arrivée à Paris, mon prof m'a dit que j'avais tout à refaire niveau technique. Tout à refaire. J'avais 18 ans. Et donc pendant 1 an et demi, pendant 1 an on a fait que des cordes à vide, et pendant je pense 1 an et demi on a fait que de la technique. Et en fait c'était un prof hyper organisé. Et donc il m'a écrit des feuilles, enfin c'était tellement organisé, ça tu fais ça comme ça tu fais ça comme ça, tu le fais 10 fois comme ci, 10 fois comme ça, paf paf paf. Tellement organisé qu'aujourd'hui, c'est un peu comme une petite bibliothèque, et puis chaque problème technique, j'ouvre le tiroir, et puis j'ai tout ce que j'ai appris avec ce prof. Que j'ai remanié bien sûr de manière ludique. J'ai créé, pour mon master, j'ai fait un mémoire dans lequel j'ai créé plein de jeux. J'essaye en fait qu'à chaque défaut, enfin pas chaque défaut, mais chaque chose à apprendre, musicale ou technique, j'ai un jeu qui correspond. C'est pas très français cette phrase, mais je pense que ça s'est compris. On a compris. Mais c'est pratique, faudrait publier tout ça pour en faire profiter. Mais je t'enverrai mon mémoire si tu veux. Je veux bien. Après voilà, c'est à mon niveau, hein, c'est pas... On peut avoir le nom de ce professeur Oui, il s'appelle Richard Schmuckler. Il est à l'Orchestre de Paris et il joue aussi dans un ensemble klezmer, le Sirba Octet. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Mais voilà, pédagogiquement en tout cas, ça a été vraiment... il m'a appris énormément de choses, et comment travailler, et tout était tellement clair en fait que j'avais pas de questions à me poser et il fallait faire ce qu'il disait. Et ça marche. Est-ce que tu as l'impression que l'époque change et que la pédagogie doit changer aussi? Alors ça, que la pédagogie doit changer, c'est une certitude. Moi, j'ai failli arrêter le violon 1000 fois. Oui. Avant l'époque de Paris, mais quand j'étais dans les conservatoires et tout ça, j'ai eu des enseignants qui étaient anti-pédagogues. Mais quand j'y repense, c'était vraiment... c'était... Quand j'avais 10 ans, parfois, j'avais des semaines où j'avais que de la technique, pas de morceaux, rien, alors que j'avais jamais émis encore le désir d'être professionnel. Ça devait être... pour moi, on doit d'abord avoir le plaisir de jouer pour avoir envie de travailler et donc avoir un bon niveau. C'est pas l'inverse, on ne doit pas nous assaillir de techniques, de choses ingrates.
Enfin, ça n'a aucun sens. Donc oui, j'ai eu des professeurs, j'en avais un qui tapait sur le piano quand ça lui convenait pas. J'en avais d'autres qui passaient leur temps à regarder leur montre. Enfin oui, je pense que la pédagogie, elle devrait déjà... Enfin, l'enseignement, il devrait déjà... Ça doit être une passion, en fait. Ça doit pas être un gagne-pain. Et souvent, malheureusement, c'est pas forcément des gens passionnés qui enseignent. Et ça se ressent beaucoup chez les élèves. J'ai l'impression, moi, que ça arrive lorsque, justement, il n'y a plus... L'interprète n'est plus là, en fait. Le musicien n'est plus là. Il n'y a que le pédagogue. Et ça m'apparaît comme dangereux. Je trouve qu'il faudrait toujours garder un pan de son travail, au moins sur scène, quoi. Enfin, de continuer à travailler la musique, de jouer en public, de continuer à être musicien. C'est très difficile de pouvoir apprendre à transmettre une émotion si on n'en a pas soi-même. Oui, ça paraît effectivement... Ça paraît assez difficile, et je pense effectivement que ce qui anime un musicien et ce qui complète vraiment l'enseignement, c'est l'interprétation, c'est le fait de jouer, le fait de partager aussi la musique avec d'autres musiciens, et je pense que ça nourrit beaucoup bien la sûr. pédagogie. Oui, bien sûr, et puis c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais on n'a jamais fini d'évoluer, même dans son travail, son propre travail artistique, et donc je sais que moi, personnellement, ça m'est souvent arrivé de découvrir quelque chose dans mon travail à moi, dans le répertoire que je suis en train de jouer, et de m'en servir pour le transmettre aussi. Et c'est ça qui, justement, fait évoluer la pédagogie et qui la rend vivante. Sinon, ça devient juste un manuel qu'on ouvre et qui est un peu figé, quoi. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Donc, alors, on va donc pas parler des professeurs. Alors, je vais vous citer les noms. Voilà, donc là, on va pas, je vais pas te demander de nom, mais en revanche, donc tu nous as dit que tu étais après monté à Paris. Est-ce que tu te souviens, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu te souviens des premiers concerts que tu as donnés, que ce soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs? Oui, alors c'était plutôt en orchestre. Non, enfin à Aix-en-Provence, j'avais joué plusieurs fois dans les églises et tout ça. Mais à Paris, c'était surtout en orchestre. Et c'était dans les premières fois où je jouais vraiment avec des orchestres qui jouaient bien, disons. Enfin, pour mon niveau à l'époque, c'était les premiers cachetons et tout ça. C'était quand même des gens qui jouaient mieux que moi dans l'ensemble. Et du coup, c'était très très intéressant pour moi parce que je me sentais... Enfin, le fait d'arriver à Paris, ça m'a vraiment tiré vers le haut musicalement, pour la motivation. J'ai vraiment senti un élan, enfin un nouvel élan, quoi. D'accord. Et alors, le premier concert en sonate ou autre qu'à l'orchestre, en tout cas en musique de chambre? Ça, j'ai beaucoup... C'est pas vraiment un concert, mais j'ai beaucoup joué dans la rue, en fait, avec un pianiste. D'accord. Et ça m'a vraiment marqué. Alors, c'est pas un concert très formel et tout ça, mais en fait, j'ai beaucoup... Ah, ça, c'était à Aix-en-Provence. Mais tous les étés, je revenais et puis je jouais avec un ami pianiste qui avait branché une batterie sur son piano et tout ça. Puis on avait une autonomie de 5 ou 6 heures, je crois. Et donc, on jouait dans les rues d'Aix. Et ça, c'était incroyable parce qu'on apportait justement la musique aux personnes qui n'auraient pas forcément eu l'occasion ou l'envie d'aller écouter quoi, un concert. Et donc ça c'était vraiment hyper intéressant. On avait toutes sortes de personnes. Une fois, le plus beau compliment que j'ai eu, c'était un monsieur qui passait tous les jours et il ne regardait jamais. Il passait, on jouait devant chez lui en fait, et du coup il passait. Puis un jour, il s'est arrêté et puis il nous a dit je déteste la musique, mais je vais vous écouter parce que j'admire votre travail. Eh bien. Et du coup, j'avais trouvé que c'était un compliment. Enfin, on avait réussi à le faire s'arrêter déjà. Il passait tous les jours sans s'arrêter. On avait réussi à le happer, on va dire. Puis voilà. Puis c'est l'émotion qu'on transmet. Il y a des gens qui s'étaient mis à pleurer. Il y avait des personnes sans domicile fixe qui venaient et des personnes de la rue qui s'asseyaient et qui nous écoutaient des heures et des heures. Tu te rappelles ce que tu jouais Alors tout, vraiment. Des pièces dont la méditation de Thaïs, la fameuse. On avait des trucs Mario Kart, on avait des sonates de Beethoven, on avait des airs d'opéra. C'était vraiment très varié. Puis on avait une liste et puis on proposait aux gens de choisir. On avait notre programme affiché puis on proposait aux gens de choisir ce qu'ils voulaient entendre. On avait des Ave Maria, on avait des pièces du répertoire de violon.
vraiment tout. Alors, parlons un peu de ton répertoire de prédilection, de ce que tu aimes jouer en particulier. Alors j'aime beaucoup la musique baroque. Je me suis demandé si j'aurais pas dû faire un second master de baroque, mais bon, tant pis, c'est trop tard. Troisième. Non, c'est pas possible, on a que 2. Mais alors j'aime vraiment beaucoup la musique baroque parce que pour moi elle est très simple, très directe. Il y a pas, enfin pour moi c'est ce qui me touche vraiment le plus. Donc on va dire tout le répertoire baroque, tous les concertos de Vivaldi, tous les Bach, tout ça je trouve que c'est infini et puis ça c'est vraiment ce qui en tout cas moi me touche le plus comme style musical. D'accord. Au point où tu aimerais peut-être enregistrer cette musique un jour, ou peut-être que tu l'as déjà fait, je ne sais pas. Non, je n'ai pas trop pensé à ça, mais pourquoi pas. Mais déjà, l'écouter, la jouer, c'est déjà... Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'un musicien a envie d'enregistrer une musique ? Pourquoi on fait ça ? Alors, c'est une bonne question. Écoute, je pense que c'est peut-être parce qu'on a pour donner à la musique sa propre interprétation, pour qu'elle reste, peut-être. Pour que sa propre interprétation laisse une marque dans l'histoire de la musique. Donc parce que on pense qu'on a quelque chose à apporter encore à la... Oui, ça je pense que de toute façon chaque interprète a quelque chose à apporter. Enfin, personne ne joue 2 fois, enfin, sauf si c'est vraiment du copier-coller, mais je pense que chacun voit la musique à sa manière et chacun a quelque chose à apporter. Mais après, moi j'ai jamais vraiment enregistré, donc quand j'aurais fait 15 CD, je viendrais te dire... C'est une question que je me suis souvent posée... justement aujourd'hui où il y a une espèce de débauche de musique, enfin à peu près n'importe quoi a été enregistré déjà de multiples fois. Qu'est-ce qui fait que par exemple un pianiste aura envie d'enregistrer les ballades de Chopin alors qu'on a déjà des dizaines, même des centaines sûrement d'interprétations. Mais je pense que chaque interprétation est différente et puis chaque interprétation correspond ou pas à un auditeur. Enfin, moi, j'ai des interprétations qui me touchent beaucoup et d'autres qui me touchent pas beaucoup. Et je pense qu'on est chacun sensible. Enfin, on a des sensibilités différentes et donc. Mais ça voudrait dire du coup que, mais là c'est pour juste me faire l'avocat du diable, mais qu'on a une seule interprétation, nous, d'une musique. Et or, moi j'ai souvent remarqué que j'ai pas nécessairement envie de jouer de la même façon une même musique selon l'instant où je la joue. Et le fait de la graver sur un disque, ça la fige un petit peu. Et donc voilà, je me pose souvent la question, qu'est-ce qui fait que... Je pense que c'est une sorte d'interprétation, enfin c'est une sensibilité. Après, je pense qu'on a chacun, enfin, comme je te dis, on a quand même une sensibilité qui nous... Enfin, on est une personne, donc on a une sensibilité particulière qui nous permet d'exprimer, mais de différentes manières, une pièce. Je pense que... Après, c'est oui, forcément, quand tu enregistres, tu proposes une façon, une de tes facettes de ta personnalité ou une facette de tes différentes possibilités d'interprétation. D'accord. Parlons d'orchestre. Est-ce que tu as... Déjà, j'aimerais savoir si tu as des souvenirs particulièrement marquants de concerts avec orchestre ou de chefs avec qui tu as travaillé. Oui, j'en ai plusieurs. Alors le dernier, on va dire que le plus récent, c'est le dernier qui s'est fini il y a 2 jours, là, où c'était ma première session d'orchestre à l'alto. Et je suis très contente de ce choix. On jouait la symphonie Jupiter. Et j'ai trouvé ça incroyable, la place de l'alto dans un orchestre, en fait. J'avais fait un peu de musique de chambre, mais jamais d'orchestre à l'alto. Et en fait, de passer du côté des basses, de passer... c'est ce que je disais au début, de passer de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté de l'orchestre en fait. J'ai trouvé ça incroyable parce que musicalement, pour moi en tout cas, tout est tellement plus clair, c'est plus simple, on soutient en fait l'harmonie et donc, du coup pour moi c'était vraiment ça, c'est très très marquant. Alors juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est Mozart. C'était Mozart, oui. Symphonie Jupiter. Et effectivement l'orchestre... peut-être que toi tu peux nous parler un peu de la géographie de l'orchestre, justement passer de l'autre côté. Disons que dans les cordes, on a les violons, on a 2 catégories de violons, donc c'est le même instrument, mais ils sont répartis dans 2 groupes différents. On a les violons 1, les violons 2. Les violons 1 souvent jouent la mélodie, ce qui est le plus aigu et ce qui est le plus
la mélodie de la symphonie ou de la pièce. Et les violons 2 accompagnent cette mélodie en général, mais parfois les mélodies s'échangent, ça passe de l'un à l'autre, mais ça reste du violon. Et puis ensuite on a les altos, les violoncelles et les contrebasses qui sont... Alors chacun peut avoir évidemment sa mélodie, ça passe de l'un à l'autre, mais en général, disons que si on fait un peu un cliché, les violons 1 sont toujours les plus aigus avec la mélodie, et puis les basses, les altos, les violoncelles, les contrebasses accompagnent un petit peu, soutiennent cette mélodie. Donc c'est moins, on est moins sur le devant de la scène, c'est moins brillant, on va dire, quand on est à l'alto, mais on soutient Oui, il y a une sensation ça, de faire partie de la trame un Exactement. petit peu C'est-à-dire de la musique. On a plus de mal à nous entendre individuellement dans l'orchestre. Si tu écoutes la symphonie, c'est beaucoup plus difficile de réussir à chanter la partie d'alto. Par contre, si tu l'enlèves, tu vois une énorme différence. C'est plus difficile par rapport au violon de la capter, quoi, de l'entendre vraiment clairement. Mais par contre, si tu l'enlèves, ça paraît tout nu, quoi. Et si tu es justement altiste dans l'orchestre, peut-être que tu as une sensation accrue de l'harmonie, justement, et des modulations, de ce qui peut se passer harmoniquement. Justement, là, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais j'ai l'impression que ça va m'aider, en tout cas, à comprendre beaucoup mieux toute la musique, quoi. Comment c'est fait, effectivement, le cheminement, en fait, musical des pièces. Ouais. Alors, j'ai un peu la même question avec la musique de chambre. Si... il y a des expériences ou des projets ou Alors j'avais marquants. joué en musique de chambre à l'alto ou au violon? Les deux. À l'alto aussi, j'avais fait de la musique de chambre. J'avais joué des quatuors de Bach. Et puis c'était la même chose. J'avais joué une première fois au violon. Et puis ensuite, l'année d'après, je l'avais joué à l'alto. Et pareil, en fait, pour comprendre la musique, c'était tellement... c'est tellement de soutenir, en fait, d'être plus grave. Je trouve que ce côté grave de la corde de Do, donc c'est la corde la plus grave de l'alto, qui n'est pas sur le violon, ça c'est un soutien. On a l'impression vraiment d'être, je sais pas, le socle du quatuor, quoi, ouais. Avec le violoncelle. Mais... D'accord. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle des projets un peu à venir. C'est vrai qu'on sort là d'une période un peu compliquée, ouais. Où on a tous dû un petit peu se restreindre. Mais est-ce que là, à l'avenir, que ce soit au violon ou à l'alto, il y a des projets dont tu aimerais nous parler? Alors pour l'instant, effectivement, on sort un peu de cette période pas facile pour les artistes, enfin pour les musiciens. Je suis en train de réfléchir et j'aimerais monter pour l'instant un spectacle avec 2 amis où je pourrais justement revenir en fait à ce qui m'animait au début, c'est-à-dire la musique plus que l'instrument lui-même. Donc là je vais reprendre vraiment les instruments que j'ai laissés de côté il y a quelques années. Et donc j'aimerais monter un spectacle un peu style cabaret. C'est pas encore tout à fait... Pour l'instant, c'est qu'une trame et ce sont des idées qui s'assemblent. Mais voilà, on a un projet pour monter ce spectacle où il y aurait de la danse, il y aurait donc plusieurs instruments différents. Et tu jouerais donc de tous ces instruments Tout ce dont je me rappelle. On va voir déjà ce que ça donne. Mais oui, j'aimerais bien reprendre vraiment le violoncelle, un peu la clarinette. J'aimerais bien redevenir en fait musicienne avant d'être instrumentiste. Tout en continuant bien sûr le travail de l'alto, du violon. Tu reprendrais ton violon en carton ou Pour l'instant, je vais le laisser dans le placard. Là, je fais de l'alto. Pour l'instant, je vais le laisser se reposer tous les violons. Carton, pas carton. Oui, c'est sûr que je vais reprendre le violon aussi. Et tu dis redevenir musicienne, c'est que tu as une impression de t'être éloignée de ça? Oui, vraiment. Moi, je pense que pour moi, en tout cas, les études supérieures, ça m'a conformée dans un système. J'ai dû suivre, j'ai dû travailler tous les trucs de violon, les concours, les concertos et tout ça. Et pour moi, c'est pas du tout ce qui m'anime. Enfin, je me sens pas... Comme tu disais tout à l'heure, moi, en tout cas, les concertos de Mozart et tout ça, ils ont été joués 1000 fois et 1000 fois mieux que moi. Donc, je me sens pas très utile... Enfin, je vois pas une utilité incroyable pour moi, en tout cas, de travailler, de retravailler encore tous ces concertos et tout ça. Donc pour moi, ça m'a un petit peu éloignée de ce que j'aspirais, en tout cas au début. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je fais de l'alto, c'est que là, ça faisait trop longtemps du même instrument sans... J'ai besoin de me diversifier, en fait. Ce qui me plaît vraiment, c'est la diversité. C'est
comme la diversité dans la vie, encore une fois, comme on en revient au début, mais le voyage, les sensations fortes, la chute libre, la plongée, je sais pas, enfin la diversité en fait. Et ça m'aide aussi à pouvoir ensuite reprendre mon instrument principal et raconter mes émotions. Mais pour les raconter, il faut les vivre. Effectivement. Et ben, je trouve que c'est un mot de la fin qui est plutôt bienvenu. Donc, hélas, je vois le temps passer et puis il est un petit peu le temps de nous quitter. Donc, je voulais te remercier. Mais avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Non, mais c'était un plaisir. Merci à toute l'équipe de Plein Ciel. Ils s'en vont, ils en ont marre, ils s'en vont. Ouais. Merci à eux pour l'accueil. Et puis, de mon côté, je vous donne rendez-vous, j'espère la semaine prochaine, mais en tout cas très vite, pour une autre rencontre. Et merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.